Les contes de Charles Perrault. Dialogue de l'amour et de l'amitié. L'amour. Il faut avouer, ma chère sœur, que nous faisons bien parler de nous dans le monde. L'amitié. Il est vrai, mon frère, qu'il n'est point de compagnie un peu galante où nous ne soyons le sujet de la conversation, et où l'on examine qui nous sommes, notre naissance, notre pouvoir et toutes nos actions. L'amour. Cela me déplaît assez, car il n'est pas possible de s'imaginer le mal qu'on dit de moi. Les sérieux me traitent de folâtre et d'emporté, les enjoués de chagrin et de mélancolique, les vieillards de fainéants et de débauchés qui corrompent la jeunesse, les jeunes gens de cruels et de tyrans qui leur fait souffrir 1000 martyrs, qui les retient en prison, qui les brûle tout vifs et qui ne se repaient que de leurs soupirs et de leurs larmes. Mais ce qui me fâche le plus, c'est que je suis tellement décriée par les femmes qu'on oserait presque leur parler de moi, ou, si on leur en parle, il faut bien se donner de garde de me nommer. Mon nom seul leur fait peur et les fait rougir. Pour vous, ma sœur, chacun s'empresse de vous louer. On vous nomme la douceur de la vie, l'union des belles âmes, le doux lien de la société. Et enfin, ceux qui se mêlent de pousser les beaux sentiments disent tout d'une voix et le disent en 100 façons, qu'il n'est rien de si beau ni de charmant que la belle amitié. L'amitié. Vous vous raillez bien agréablement. Je me connais, mon frère, et je n'ai garde de prendre pour moi les douceurs qui s'adressent à vous. Quoiqu'il soit bien aisé de me tromper, que je sois fort simple et fort naïve, je ne le suis pas néanmoins assez pour ne pas voir qu'on me joue, et qu'on se sert de mon nom pour parler de vous. Mais je ne dois pas le trouver étrange, puisque vous-même vous l'empruntez tous les jours pour vous introduire dans 1000 cœurs, dont vous savez bien que l'on vous refuserait l'entrée si vous disiez le vôtre. L'amour. J'avoue, ma sœur, que je me sers souvent de cet artifice qui me réussit heureusement. D'autres fois, je m'appelle respect, et j'en imite si bien la manière d'agir, les civilités, les révérences, qu'on me prend aisément pour lui. Je passe même quelquefois pour une simple galanterie, tant je sais bien me déguiser quand je veux. Et à vous dire le vrai, je n'ai point de plus grand plaisir que d'entrer dans un cœur incognito. D'ailleurs, je suis si peu jaloux de mon nom que je prends volontiers le premier qu'on me donne. Je trouve bon que toutes les femmes m'appellent estime, complaisance, bonté, et même si elles veulent une disposition à ne pas haïr, il ne m'importe, puisqu'enfin mon pouvoir n'en diminue pas, et que sous ces différents noms je suis toujours le même. Ce sont de petites façons qu'elles s'imaginent que leur gloire les oblige de faire. L'amitié. Peut-être mon frère vous donne-t-elle tous ces noms faute de vous connaître ? L'amour. Je vous rassure, ma sœur, qu'elles savent bien ce qu'elles disent. Je n'entre guère dans un cœur qu'ils ne s'en aperçoivent. La joie qui me précède, l'émotion qui m'accompagne et le petit chagrin qui me suit font assez connaître qui je suis. Mais quoi ? Elles mourraient plutôt 1000 fois que de me nommer par mon nom. J'ai beau les faire soupirer pour leurs amants, les faire pleurer pour leur absence ou pour leur infidélité, les rendre pâles et défaites, les faire même tomber malades, elles ne veulent point avouer que je sois maître de leur cœur. Cette opiniâtreté est cause que je prends plaisir à les maltraiter davantage, étant d'ailleurs bien assurée qu'elles ne m'accuseront pas des maux que je leur fais souffrir. Je sais qu'elles s'en prendront bien plutôt à la migraine ou à la rate, qui en sont tout à fait innocentes, et que si on les presse de déclarer ce qui leur fait mal, elles ne diront jamais que c'est moi. Il n'en est pas ainsi de tous les hommes. Ils crient aussitôt que je les approche, et bien souvent même avant que je les touche, et pour peu que je les maltraite, ils s'en plaignent à toute la terre, et même aux arbres et aux rochers.
Ils me disent des injures étranges et font de moi des peintures si épouvantables qu'elles seraient capables de me faire haïr de tout le monde, si tout le monde ne me connaissait. L'amitié. Si quelques hommes ont fait de vous des peintures capables de vous faire haïr, il faut avouer qu'une infinité d'autres en ont fait de bien propres à vous faire aimer. Ils vous ont dépeint en 100 façons les plus agréables du monde. Et vous savez que tous les amants ne tâchent qu'à vous représenter le plus naïvement qu'ils peuvent, et avec tous vos charmes pour vous faire agréer de leur maîtresse. Mais puisque nous en sommes sur les personnes qui se mêlent de vous dépeindre, ne vous êtes-vous point avisé de faire vous-même votre portrait, à présent que chacun fait le sien? Vous devriez vous en donner la peine, quand ce ne serait que pour désabuser 1000 gens qui ne vous connaissent que sur de faux rapports et qui se forment de vous une idée monstrueuse et tout à fait extravagante. L'amour. Un portrait, comme vous l'entendez, quand même il serait de ma main, servirait peu à me faire connaître. Il n'est pas que vous n'ayez vu celui qui fut fait autrefois en Grèce par un excellent maître et qui depuis a couru par toute la terre sous le nom de l'amour fugitif. Vous avez pu voir encore une copie du même portrait de la main du Tasse. Ce sont 2 pièces admirables, et telles que plusieurs ont voulu que j'en fusse l'auteur. Cependant, quoique tous mes traits y soient fort bien représentés, il est vrai néanmoins qu'il y manque, comme dans tous les autres portraits qu'on fait de moi, un certain je ne sais quoi de tendre, de doux et de touchant qui me distingue de quelques passions qui me ressemblent, et qui est en effet mon véritable caractère. Les cœurs que je touche moi-même le ressentent fort bien. Mais ni les couleurs, ni les paroles ne pourront jamais l'exprimer. Il faut pourtant que je vous en montre un en petit, qui est assez joli, et qui sans doute ne vous déplaira pas. Il m'est tombé par hasard entre les mains, et je l'aime pour sa petitesse. Le voici. L'amour est un enfant aussi vieux que le monde. Il est le plus petit et le plus grand des dieux. De ses feux, il remplit le ciel, la terre et l'onde. Et toutefois, iris le loge dans ses yeux. L'amitié. Ce portrait me plaît extrêmement, et je trouve qu'on peut ajouter comme une chose qui n'est pas moins étonnante que les autres l'adresse avec laquelle il vous renferme dans 4 vers, vous qui remplissez tant de volumes. Cependant, mon frère, vous êtes bien heureux de trouver ainsi des peintres qui fassent votre portrait. Pour moi, je ne connais personne qui voulut se donner la peine de travailler au mien, de sorte que, pour avoir la satisfaction d'en avoir un, il a fallu que je l'ai fait moi-même. Vous verrez si j'ai bien réussi, et si je ne me suis point flattée, mais qui fait profession de ne flatter personne. J'ai le visage long et la mine naïve. Je suis sans finesse et sans art. Mon teint est fort uni, sa couleur assez vive, et je ne mets jamais de fard. Mon abord est civil, j'ai la bouche riante, et mes yeux ont 1000 douceurs. Mais quoique je sois belle, agréable et charmante, je règne sur bien peu de cœur. On me cajole assez, et presque tous les hommes se vantent de suivre mes lois, mais que j'en connais peu dans le siècle où nous sommes, dont le cœur réponde à la voix. Ce que je fais aimer d'une flamme fidèle me font l'objet de tous leurs soins, et quoique je vieillisse, ils me trouvent fort belle, et ne m'en estiment pas moins. On m'accuse souvent d'aimer trop apparaître, où l'on voit la prospérité. Cependant, il est vrai qu'on ne peut me connaître qu'au milieu de l'adversité. J'ai vu le temps que je n'aurais pas eu le loisir de faire ce portrait lorsque j'étais de toutes les sociétés et que je me trouvais dans toutes les grandes assemblées. Mais à présent que je me vois bannie du commerce de la plupart du monde, j'ai tâché de me divertir quelques moments dans cette innocente occupation. L'amour. Je trouve, ma sœur, que vous y avez fort bien réussi.
si ce n'est à la vérité que vous êtes un peu trop modeste, et que vous ne dites pas la moitié des bonnes qualités qui sont en vous, puisqu'enfin vous ne parlez point de cette générosité désintéressée qui vous est si naturelle, et qui vous porte avec tant de chaleur à servir vos amis. L'amitié. Vous voyez cependant l'état que l'on fait de moi dans le monde. Il semble que je ne sois plus bonne à rien. Et parce que je n'ai point cette complaisance étudiée et cet art de flatter qu'il faut avoir pour plaire, on trouve que je dis les choses avec une naïveté ridicule, et qu'en un mot je ne suis plus de ce temps-ci. Vous savez, mon frère, que je n'ai pas été toujours si méprisée, et vous m'avez vu régner autrefois sur la terre avec un empire aussi grand et aussi absolu que le vôtre. Il n'était rien alors que l'on ne fit pour moi, rien que l'on me crut m'être dû, et rien que l'on osât me refuser. L'on faisait gloire de me donner toutes choses, et même de mourir pour moi si l'on croyait que je le voulusse. Et je puis dire que je me voyais alors maîtresse de beaucoup plus de cœur que je n'en possède à présent, bien que les hommes de ces temps-là n'eussent la plupart qu'un même cœur à deux, et qu'aujourd'hui il ne s'en trouve presque point qui ne les double. Je ne sais pas pourquoi l'on m'a quitté ainsi, moi qui fais du bien à tout le monde, et dont jamais personne n'a reçu de déplaisir, et que cependant chacun continue à vous suivre aveuglément, vous qui traitez si mal ceux qui vivent sous votre empire, et qui les outragez de telle sorte qu'on n'entend en tout lieu que des gens qui soupirent et qui se plaignent de votre tyrannie. L'amour. Il est vrai que la plupart de mes sujets murmurent incessamment. Ils crient même tout haut qu'ils n'en peuvent plus, et que je les réduis à la dernière extrémité. Et bien souvent, ils me menacent de secouer le joug, mais tout leur bruit ne m'émeut guère. Je sais qu'ils font toujours le mal plus grand qu'il n'est, et qu'il s'en faut beaucoup qu'ils soient aussi malheureux qu'ils veulent qu'on les croie. L'amitié. Je suis persuadée qu'ils le sont encore plus qu'ils ne le disent. Et je ne connais rien dont les hommes reçoivent plus de mal que de vous. La guerre, la famine et les maladies affligent en de certains temps quelques coins de la terre et quelques personnes seulement, pendant que le reste du monde jouit de la paix, de l'abondance et de la santé. Mais il n'y a point de temps, de lieu ni de personne qui soit exempt de votre persécution. On aime durant l'hiver comme durant l'été, aux Indes comme en France, et les rois soupirent comme les bergers. Les enfants même que leur âge en avait jusqu'ici préservés y sont sujets comme les autres, et par un prodige étonnant vous faites qu'ils aiment avant de connaître, et qu'ils perdent la raison avant que de l'avoir. Vous n'ignorez pas les maux que vous causez, puisqu'on ne voit partout que des amants qui se désespèrent, des jaloux qui se servent de poison, et des rivaux qui s'entretuent. L'amour. J'avoue que je suis bien méchant quand je suis irrité. Et il est vrai que, quand de certaines rencontres, je deviens si terrible que bien des gens se sont imaginés que je me changeais en fureur. Mais s'il m'arrive quelquefois de faire beaucoup de mal, je puis dire qu'en récompense, je fais beaucoup de bien. La fortune qui se vante partout, que c'est à elle seule qu'il appartient de rendre heureux ceux qui lui plaît, n'y entend rien au prix de moi. Quelques biens et quelques honneurs qu'elle donne à un homme, il n'est jamais content de sa condition. Et on lui voit toujours envier celle des autres, ceux qui n'arrivent point aux vrais amants. Pour peu que je leur sois favorable, ils ne croient pas qu'il y ait au monde de félicité comparable à la leur. Lors même que je les maltraite, ils se trouvent encore trop heureux de vivre sous mon empire. Et je vois tous les jours de simples bergers qui ne changeraient pas leur condition avec celle des rois, s'il leur en coûtait l'amour qu'ils ont pour leurs bergères, toutes cruelles et ingrates qu'elles sont. L'amitié. Ces bergers dont vous venez de parler, font bien voir que vous gâtez l'esprit de tous ceux qui vous reçoivent, mais non pas que vous les rendiez effectivement heureux.
Car enfin, quelle extravagance d'être malade comme ils disent qu'ils le sont et ne vouloir pas guérir. Être en prison et refuser la liberté. En un mot, être misérable et ne vouloir pas cesser de l'être. L'amour. Leur extravagance serait encore plus grande de vouloir guérir ou sortir de prison. Non seulement parce que leur maladie est plus agréable que la santé et qu'il est moins doux d'être libre que d'être prisonnier de la sorte, mais aussi parce qu'il leur serait fort inutile de le vouloir, si je ne le voulais pas aussi. Je ne suis pas un hôte qu'on chasse de chez soi quand on veut. Comme j'entre quelquefois chez les gens contre leur volonté, j'y demeure aussi bien souvent, malgré qu'ils en aient, et je me soucie aussi peu de la résolution que l'on prend de me faire sortir que de celle que l'on fait de m'empêcher d'entrer. L'amitié. Votre procédé, mon frère, est bien différent du mien. Je quitte les gens dès le moment que je les incommode. L'on ne m'a qu'autant que l'on veut m'avoir, et l'on ne voit point d'amis qui le soient malgré eux. Quand je suis dans un cœur, et qu'il vous prend fantaisie d'y venir pour prendre place, vous savez avec quelle douceur je vous la quitte. Je me retire insensiblement et sans bruit. Le cœur même où se fait cet échange ne s'en aperçoit pas, et quelquefois, il y a longtemps que vous le brûlez qu'il croit que c'est moi qui l'échauffe encore et qui le fait aimer. Vous n'avez garde d'en user de la sorte lorsqu'un pauvre cœur se résout à vous échanger avec moi parce que la raison le commande et l'y contraint, bien qu'il ait un extrême regret de se voir obligé à une si cruelle séparation, bien qu'il vous conjure en soupirant de le laisser en paix et que vous n'ignoriez pas qu'il ne me veut avoir que parce que je vous ressemble, et c'est en quelque façon vous retenir que de m'avoir en votre place. Néanmoins, avec quelle cruauté ne vous moquez-vous point de ses soupirs? Vous le poussez à bout, et parce qu'il a eu seulement la pensée de se mettre en liberté, vous redoublez ses chaînes et l'accablez de nouveaux supplices. Que si vous le laissez en repos quelque temps, en sorte qu'il commence à croire qu'il s'est heureusement délivré de vous, quel plaisir ne prenez-vous point à lui faire sentir qu'il n'est pas où il pense? Vous le pressez de toute votre force, et par un soupir redoublé qui lui échappe, ou par quelque pointe de jalousie qui le pique, il ne connaît que trop que vous êtes encore le maître chez lui, mais le maître plus absolu et plus redoutable que jamais. L'amour. J'en use ainsi, ma sœur, pour montrer que l'on ne peut rien sur moi, et que pour entrer dans un cœur ou pour en sortir, je ne dépends de qui que ce soit au monde. Quelques-uns se sont imaginés que j'avais besoin du secours de la sympathie pour m'insinuer dans les cœurs, et que je m'efforcerais en vain de m'en rendre le maître si auparavant elle ne les disposait à me recevoir. C'est une vieille erreur, que l'expérience détruit tous les jours. Et en effet, bien loin d'être toujours redevable de mon empire à la sympathie, c'est moi qui lui donne entrée, et qui l'établit en bien des cœurs, où sans moi elle ne serait jamais rencontrée. Combien voit-on de gens dont l'humeur et l'inclination étaient tout à fait opposées, que je fais s'entraimer, et qui, dès aussitôt que je les ai touchés, changent de sentiment en faveur l'un de l'autre, viennent à aimer, à haïr les mêmes choses, et enfin deviennent tout à fait semblables. L'amitié. Pour moi, j'avoue que je suis redevable à la sympathie de la facilité que je trouve à m'établir dans les cœurs, et je dirais même qu'il me serait impossible de les lier étroitement si auparavant elle ne prenait la peine de les assortir. Il ne semble pas qu'elle se mêle de quoi que ce soit. On n'entend jamais de bruit ni de dispute où elle est, et assurément, il n'est rien de si doux ni de si tranquille que la sympathie. Cependant, par de secrètes intelligences qu'elle a dans le cœur, et par de certains ressorts qu'on ne connaît point, elle fait des choses inconcevables, et sans se remuer en apparence, elle remue toute la terre. Les philosophes ont souhaité de tout temps d'avoir sa connaissance, mais il ne leur a pas été possible d'y parvenir, et elle a toujours aimé à vivre cachée aux yeux de tout le monde.
Quelques-uns ont pris pour elle la ressemblance des humeurs. Mais ils ont bien reconnu que s'ils s'étaient trompés, et que si elle a de l'air de la sympathie, elle ne l'est pas effectivement. Il n'est personne qui les connaisse mieux que moi toutes deux et qui sache précisément la différence qui est entre elles. Autant que j'aime à me trouver avec la sympathie, autant ai-je de peine à m'accorder avec la ressemblance des humeurs. L'amour. Ce que vous dites là paraît étrange, et l'on a toujours cru que la conformité d'humeur était une disposition très grande à s'entraimer. L'amitié. Il est pourtant vrai que les personnes de même profession et qui me réussissent également ne s'aiment point. Cette égalité est toujours accompagnée de l'envie, mon ennemi juré, et avec laquelle je ne me rencontre jamais. Ceux mêmes qui ont le plus d'esprit ne peuvent vivre ensemble quand ils croient en avoir autant l'un que l'autre, et principalement lorsque, l'ayant tourné de la même façon, ils sont persuadés qu'ils excellent dans une même chose. On sait que les enjoués, les diseurs de bons mots, ceux qui font profession de divertir agréablement une compagnie, ne peuvent souffrir leurs semblables, et qu'ils ont bien du dépit quand ils en rencontrent d'autres qui parlent autant qu'eux. Mais surtout la ressemblance et la conformité d'humeur me nuit parmi les femmes. Deux coquettes se haïssent nécessairement. Deux précieuses encore plus, quelque mine qu'elles fassent de s'aimer. Et même, c'est assez pour être assuré que deux femmes ne seront jamais bonnes amies si elles dansent ou si elles chantent bien toutes deux. Je trouve 100 fois mieux mon compte lorsque leurs humeurs ou leur perfection ont moins de rapport. Lorsque l'une d'elles se pique de beauté et l'autre d'esprit, par exemple. L'une d'être fière et sérieuse et l'autre d'être enjouée et de dire 100 jolies choses qui divertissent. La raison de cette bonne intelligence est bien aisée à deviner. C'est que ces sortes de personnes n'ont rien à partager ensemble. Les douceurs qu'on dit à l'une ne sont point à l'usage de l'autre, et elles s'entendent cajoler sans jalousie, ce qui n'arrive pas lorsqu'on a les mêmes avantages. À vous dire le vrai, de quelque humeur que soient les femmes, je ne me rencontre guère avec elles, ou si je m'y rencontre quelquefois, je n'y demeure jamais longtemps. Ma sincérité leur déplaît, et elles sont tellement accoutumées à la flatterie qu'elles rompent aisément avec leurs mielleuses amies, dès la première vérité qu'elles leur disent. Néanmoins, ce qui m'empêche d'avoir grand commerce avec elles, ce n'est pas tant parce qu'elles se disent leur vérité que parce qu'elles ne se les disent pas, car enfin si une femme s'aperçoit que son amie a quelques défauts dont elle pourrait se corriger, si elle-même le connaissait, ne pensez pas qu'elle en avertisse. Elle aura une maligne joie de voir que ce défaut lui donne avantage sur elle. Et même si une coiffure ou un ajustement lui sied mal, elle aura la malice de lui dire qu'il lui sied admirablement. Ceci n'est pas vrai néanmoins pour toutes les femmes. J'en sais qui observent mes lois avec beaucoup d'exactitude et de soumission. L'amour. Je puis dire aussi que je connais des femmes qui savent parfaitement aimer et qui pourraient faire à tous les hommes des leçons de fidélité et de constance. Je dirais même que c'est une injustice que l'on a faite de tout temps à ce beau sexe de l'accuser de légèreté, et que je ne sais point d'autre raison de la mauvaise réputation qu'il a d'être inconstant que parce que les hommes font les livres et qu'il leur plaît de le dire et de l'écrire ainsi. Il est constant que, comme les femmes aiment presque toujours les dernières, elles ne cessent aussi presque jamais d'aimer que lorsqu'on ne les aime plus. Et que comme il faut un long temps et de fortes raisons pour les engager dans l'affection des hommes, elles ne s'en retirent aussi que pour des sujets qui le méritent et qui les y obligent absolument. L'amitié. Ce n'est pas là l'opinion commune. Et si la chose est ainsi que vous le dites, je connais bien des gens dans l'erreur, et qu'il serait malaisé de désabuser. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas que les femmes doivent tirer beaucoup de gloire de cette constance et de cette fidélité dont vous les louez, puisqu'il en est si peu qui en sachent bien user, et que la plupart ne s'en servent que pour aimer des personnes qu'elles feraient mieux de n'aimer point du tout. En vérité, mon frère, c'est une chose étrange que vous preniez plaisir
à mettre la division et le désordre dans les familles, vous qui devriez n'avoir d'autre emploi que d'y conserver l'union et la paix. Et que ne pouvant durer longtemps, où vous avez obligation de vous trouver, vous n'ayez point de plus grande joie que de vous couler adroitement où il est défendu de vous recevoir. Il semble même que l'hyménée que vous témoignez, souhaitez quelquefois si ardemment, vous chasse de tous les lieux où il vous rencontre. Car enfin, depuis que je vais au cours, je ne me souviens point de vous avoir vu en portière entre le mari et la femme, au lieu que l'on vous voit sans cesse entre la femme et le galant, où vous faites sans gentillesse et sans folie, pendant que le mari se promène un peu loin de là, entre le chagrin et la jalousie qui le tourmentent cruellement, et qui de temps en temps ouvre et ferme les rideaux de son carrosse. Sa jalousie les ouvre incessamment pour lui faire voir ce qui se passe, et le chagrin les referme aussitôt pour l'empêcher de ne rien voir qui lui déplaise. L'amour. Il me semble, ma sœur, que, toute sage que vous êtes, vous ne vous acquittez pas mieux que moi de votre devoir, et qu'on ne vous rencontre guère souvent où vous devriez être toujours, je veux dire, entre les frères et sœurs, et entre les parents les plus proches, qui, faute de vous avoir au milieu d'eux, se déchirent les uns les autres, et se haïssent mortellement. L'amitié. J'en ai bien du regret, mais j'y ne saurais que faire. Ils sont la plupart tellement attachés à l'intérêt, mon ennemi caché, et avec lequel j'ai une horrible antipathie. Car vous savez qu'il veut tout avoir à lui, et qu'au contraire, je fais profession de n'avoir rien à moi. Ils sont, dis-je, tellement attachés à ce lâche intérêt qu'ils m'abandonnent volontiers plutôt que lui. D'ailleurs, comme ils tirent chacun leur côté, ils rompent tous mes liens et m'échappent sans cesse. L'amour. Je vous pardonnerais d'abandonner des parents intéressés et déraisonnables, si c'était pour vous trouver avec des étrangers sages et vertueux. Mais il est certain que le plus souvent ce n'est que la débauche et le vice qui vous attirent et qui vous font demeurer où vous êtes, et que deux hommes ne seront bons amis que parce que ce sont deux bons ivrognes, deux francs voleurs ou deux vrais impies. L'amitié. Je ne me suis jamais rencontrée avec ces gens-là. J'avoue qu'il y a entre eux une certaine affection brutale et emportée qui me ressemble en quelque chose et qui affecte fort de m'imiter. Il est encore véritable qu'elle fait en apparence les mêmes actions que moi. Je dis ces actions éclatantes qui étonnent toute la terre, mais ce n'est point par le principe de générosité qui m'anime, et l'on peut dire qu'elle les fait de la même manière que la magie fait les miracles. Les sages qui connaissent les choses n'ignorent pas la différence qui est entre elles et moi. Ils ont toujours bien su que je ne me rencontre jamais qu'avec la vertu et au milieu des vertueux. L'amour. S'il en est ainsi, ma sœur, on ne vous trouve pas aisément, et votre demeure est bien difficile à trouver. L'amitié. Elle l'est assurément plus que la vôtre, puisque je ne me plais qu'avec les sages qui sont fort rares, et que vous, au contraire, ne vous plaisez qu'avec les fous, dont le nombre est presque infini, et dont vous aimez tant la compagnie que si les personnes qui vous reçoivent ne le sont pas encore tout à fait, vous ne tardez guère à les achever. L'amour. Je sais bien, ma sœur, qu'il y a longtemps qu'on me reproche de ne pouvoir vivre avec la raison, et qu'on m'accuse de la chasser de tous les cœurs dont je me rends le maître. Mais je puis dire que fort souvent, nous nous accordons bien ensemble, et que si quelquefois je me vois obligée à lui faire quelque violence, il y a de sa faute bien plus que de la mienne. L'amitié. N'est-ce point que la raison a tort, que vous êtes bien plus raisonnable que la raison même? L'amour. Je ne voudrais pas vous l'assurer, mais je sais bien que si elle voulait ne se point mêler de mes affaires, comme je ne me mêle point des siennes, nous vivrions fort bien ensemble. Je n'empêche point qu'elle ne conduise les hommes dans les affaires importantes de leur vie. Je veux bien qu'elle les rende grands politiques, bons capitaines et sages magistrats, mais je ne puis souffrir qu'elle s'intègre de contrôler mes divertissements et mes plaisirs.
ni moins encore de régler la dépense des fêtes, des bals et de toutes les galanteries des amants. N'a-t-elle pas assez d'autres choses plus sérieuses pour s'occuper? Et pourquoi faut-il qu'elle s'amuse à 1000 bagatelles dont elle n'a que faire? Que voulez-vous que je vous dise? C'est une superbe et une vaine qui veut régner partout, qui critique tout, qui ne trouve rien de bien fait que ce qu'elle fait elle-même. Je la repousse à la vérité d'une terrible force quand je ne suis pas en humeur d'en souffrir, et fort souvent nous nous donnons des combats effroyables. Mais pour vous montrer que j'en use mieux qu'elle en toute chose, quand elle est la plus forte et qu'elle a avantage sur moi, elle ne me donne point de quartier. Elle me chasse honteusement et publie en tout lieu la victoire qu'elle a remportée. Pour moi, quand je demeure le vainqueur, ce qui arrive assez souvent, je me contente de me rendre le maître de la place, et pourvu que le cœur m'obéisse, je lui laisse disposer à sa fantaisie tous les dehors. Je ne me vante point de l'avoir battue, et comme elle est glorieuse, elle ne s'en vante point aussi. Elle fait bonne mine et paraît toujours la maîtresse. L'amitié. On remarque en effet que tous les amants, quelque fous qu'ils soient, veulent paraître sages, et qu'on n'en voit point qui ne prétendent être fort raisonnables. Mais de toutes les extravagances, je n'en trouve point de plus plaisante que celle qui leur est commune à tous. Je veux dire la forte persuasion qu'ils ont que la personne qu'ils aiment est la plus belle et la plus accomplie de toutes celles qui sont au monde. Je me suis 100 fois étonnée de cette extravagance. L'amour. Est-il bien possible, ma sœur, que vous n'en sachiez pas la cause, et que vous n'ayez pas encore remarqué que les amants ne jugent ainsi favorablement de la beauté qu'ils aiment que parce qu'ils ne la voient jamais qu'à la lueur de mon flambeau, qui a la vertu d'embellir tout ce qui l'éclaire? C'est un secret qui est fort naturel, mais cependant que peu de gens ont deviné. Les uns se sont imaginés que j'aveuglais tous les amants, les autres que je leur mettais un bandeau devant les yeux pour les empêcher de voir les défauts de la personne aimée. Mais les uns et les autres ont mal rencontré. Car enfin, il n'est point de gens au monde qui voient si clair que les amants. On sait qu'ils remarquent 100 petites choses dont les autres personnes ne s'aperçoivent pas, et qu'en un moment ils découvrent dans les yeux l'un de l'autre tout ce qui se passe dans le fond de leur cœur. Je ne comprends pas ce qui a pu donner lieu à de si étranges imaginations, si ce n'est peut-être qu'on regarde les personnes qu'ils aiment, si ce n'est peut-être qu'on est pris pour un bandeau de certains petits cristaux que je leur mets au devant des yeux lorsque je leur fais regarder les personnes qu'ils aiment. Ces cristaux ont la vertu de corriger les défauts des objets et de les réduire dans leur juste proportion. Si une femme a les yeux trop petits ou le front trop étroit, je mets au devant de ses yeux de son amant un cristal qui grossit les objets, en sorte qu'il lui voit des yeux assez grands et un front raisonnablement large. Si au contraire elle a la bouche un peu trop grande et le menton trop long, je lui en mets un autre qui apetisse et qui lui représente une petite bouche et un petit menton. Ces cristaux sont assez ordinaires, mais j'en ai de plus curieux. Et ce sont des cristaux qui apetissent des bouches et agrandissent des yeux en même temps. J'en ai aussi pour les couleurs, qui font voir blanc ce qui est pâle, clair et ce qui est brun, et blond ce qui est roux, ainsi de tout le reste. Mais à qui est-ce que je parle? N'en avez-vous pas aussi bien que moi de toutes les façons? L'amitié. Il est vrai, mon frère, que j'en ai. Mais il s'en faut bien qu'ils fassent un effet aussi prodigieux que les vôtres. Ils ne font qu'adoucir les défauts des objets et les rendre plus supportables, sans empêcher qu'on ne les voie. Cependant, mon frère, il me semble que nous parlons ici bien plaisamment de nos petites affaires et qu'on se moquerait bien de nous si l'on nous entendait dire naïvement, comme nous faisions, les nouvelles de l'école. L'amour. Je connais à la vérité bien des personnes qui trouveraient notre entretien fort simple et fort commun. Mais j'en sais d'autres dont le jugement serait plus favorable et qui le trouveraient assez divertissant. L'amitié. Je sais du moins qu'il m'a diverti extrêmement,
et que j'ai bien du regret de ne pouvoir causer davantage avec vous, mais je ne veux pas donner sujet de se plaindre de moi à quelques personnes qui m'aiment plus que leur vie et qui ne me le pardonneraient jamais si j'étais plus longtemps sans leur donner des marques de mon souvenir. L'amour. Adieu donc, ma sœur. Aussi bien ai-je encore plus d'affaires que vous, et qui pressent tout étrangement. J'ai des amants à punir, j'en ai d'autres à récompenser. Et avec tout cela, il faut que je me rende auprès d'Iris, qui va partir pour aller au bal, où je dois lui conquérir le cœur de tout ce qu'il aura d'honnêtes gens dans l'assemblée, et leur faire avouer qu'elle est la plus belle et la plus aimable personne du monde.